juste 3 petites secondes que tout le monde se connecte. Pour fluidifier, je disais, on va faire en sorte que tout le monde coupe les micros. Vous pouvez en revanche aller ouvrir vos caméras, il n'y a pas de souci, c'est toujours plus agréable de voir les personnes. Voilà, ben, écoutez, on va démarrer. Nous sommes ensemble pour 1 heure. Alors déjà, moi je tenais à vous remercier toutes et tous d'avoir répondu si nombreux à notre invitation. Avant d'accueillir notre invité, je vous dois quand même quelques petites explications. Parce que depuis quelques semaines, je vous parle tout le temps du fan club Éric Chacour. Et créer un fan club pour un auteur, c'est quand même pas banal. Ça peut même paraître un peu loufoque. En fait, fin juin, mes libraires, Baptiste et Valérie, qui sont, je pense, là ou qui vont nous rejoindre, de la librairie Nouvelle Page à Pibrac, m'ont prêté un livre de la rentrée littéraire pour avoir mon avis. Et ce livre, dès les premières pages, j'ai été envoûtée, vraiment, littéralement. L'intrigue m'a captivée, la narration m'a vraiment interpellée. J'ai savouré chaque page, j'ai vraiment été subjuguée par l'élégance, la délicatesse du texte. Et tellement, enfin voilà, c'était un livre, j'avais envie à la fois de le dévorer et puis aussi de le savourer, de ralentir ma lecture pour vraiment y rester le plus longtemps possible. J'ai aussitôt eu envie d'échanger avec l'auteur et je lui ai envoyé un message. On a échangé un petit peu et rapidement, je lui ai prédit un énorme succès en France. Et je me suis même engagée à lui promettre un superbe fan club. Je crois qu'il nous le dira, mais je crois qu'il ne m'a pas vraiment cru. Euh, il a un peu souri. D'ailleurs, je me rappelle d'une story, allez, je peux le dire, où il disait super, en France, j'ai un fan club avec 2 membres. C'était Cindy et moi à l'époque. Mais votre présence ici ce soir me laisse à penser que finalement, j'ai peut-être pas raté mon pari. Alors, c'est vraiment avec une joie immense qu'on accueille ce soir, oui, ce livre, pardon, et cet auteur, bah, c'est Ce que je sais de toi, d'Éric Chacour. Et c'est vraiment un immense plaisir que l'on a de l'accueillir ce soir. Cher Éric, bienvenue. Et alors, ce fan club, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ben, déjà, un grand merci pour tout. Un grand merci de refaire aussi l'histoire de nos premiers échanges. C'est vrai que ça remonte pas à si longtemps et en même temps, il y a des choses qui se sont passées depuis, donc c'est très chouette de le voir. Merci d'avoir déjoué tous les pronostics, en tout cas les miens, avec, avec cette création-là. Puis merci à vous toutes d'avoir organisé cet événement. C'est juste merveilleux de pouvoir vous parler comme ça depuis mon Québec natal. Alors moi, je suis en pause déjeuner de mon travail, mais quel bonheur, vous illuminez ma journée, c'est juste merveilleux. Donc un grand merci Florence, un grand merci à toutes celles qui l'ont organisé, puis à tous ceux qui sont connectés aujourd'hui. J'espère qu'on aura des beaux échanges, mais j'ai pas beaucoup de doutes sur le sujet. Alors effectivement, dans cette aventure, hein, vous le soulignez, dans cette aventure un peu folle de cette visio, je ne suis pas seule. Nous sommes 5 à l'organiser. Moi, je suis Florence à Toulouse. Il y a Nadine et Isabelle à Strasbourg. Il y a Virginie à Paris et Cindy à Bastia, de la libraire du groupe. Donc, vous voyez, on rayonne un petit peu sur toute la France. Et si j'inclus tous les auditeurs de ce soir, là, pour le coup, je crois qu'on a vraiment tout le territoire et même, il me semble, la Belgique. Euh, alors ce soir, nous, on n'a pas la prétention de refaire la grande librairie. On n'a pas non plus conçu cet événement comme une interview de France Culture, mais vraiment l'idée, c'était de faire naître un échange et puis voilà, de vous témoigner, toutes et tous, l'enthousiasme qu'on a pu avoir autour de ce livre. Donc, on va vous donner, enfin voilà, donc il va y avoir un petit moment de questions-réponses rapides. Et ensuite, ben, chacun et chacune, vous pourrez prendre la parole, soit par le chat, vous pouvez écrire, nous poser des questions, on les relaiera, soit ben, en nous demandant la parole, en utilisant lever la main. Voilà. Alors, on est contraint par le temps, donc les questions, voilà, on va essayer de les faire plutôt courtes pour que tout le monde puisse s'exprimer, ou le plus possible en tout cas. Et puis du coup, ben voilà, Isabelle, à toi de jouer. Merci, merci. Alors tout d'abord, merci Eric d'être là, vraiment. Je tenais vraiment à vous remercier
de nous donner, avec cette générosité vraiment qui vous caractérise, parce que voilà, je sais pour avoir échangé souvent avec vous qu'il y a une vraie générosité en vous et que ça, faut le souligner parce que c'est pas toujours le cas. Donc merci de nous donner l'opportunité de nous rassembler autour de cette passion en fait qui nous anime, parce que c'est voilà, on est tous ici passionnés par les mots et c'est vraiment ça qui nous anime, et je crois que c'est important de le souligner. Donc grâce Oh bah, à c'est vous qui me faites un cadeau incroyable, hein. Il ne faut pas inverser les rôles. ben, non, parce que je crois que tout le monde le ferait pas, donc non. Et ben, c'est un cadeau collectif alors, on se le Voilà, fait tous. tout à fait. Et grâce à ce moment privilégié en fait que vous nous offrez, on va surtout pouvoir s'approcher au plus près de votre texte. Et moi, c'est ça qui me rend vraiment heureuse et je pense qui a motivé les lecteurs et les lectrices à venir. On va pouvoir s'approcher au plus près de votre texte et de ces motifs en fait qu'il parcourt et des différentes strates qu'il compose. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. La lecture de ce récit est riche. Alors, vous nous avez demandé d'être original dans cet échange que nous mènerons. Alors, on a Puis je essayé, vous ai dit de me poser des questions que personne n'avait posées, parce que vous voilà. êtes les grandes exégètes de mes quelques interviews. Et Et là, ça va, hein. Les 15 ans de rédaction et la communauté Levantine, on les a entendus à toutes les voilà, sauces. Je vous fais confiance pour être exactement. original. Donc, on va essayer de l'être. J'espère qu'on sera à la hauteur de vos attentes et de ce texte qui, comme le disait Florence, nous a bouleversés, vraiment. On a donc cheminé de lecture en relecture pour saisir l'essence du texte, et on a décidé en fait de vous poser non pas des questions, mais de vous engager sur des mots. Et qu'est-ce que ces mots ont comme résonance en vous? Qu'est-ce qu'ils ont comme résonance pour Éric, pour l'auteur, et qu'est-ce qu'ils ont comme résonance dans le récit? Donc je commencerai Ça avec me va. un premier mot sur lequel on s'est arrêté, le mot interdit. Alors je vous laisse la Interdit. parole. Mhm. Ah, interdit. J'avais envie de faire débuter. Alors, je ne suis pas du tout au courant de ce qui va se passer, hein. Je le dis pour les autres. Voilà, c'est des réponses très spontanées. Interdit. Je pense que j'avais envie que le récit commence dans l'enfance. Et je crois qu'une des choses qui caractérise bien l'enfance, c'est les interdits. C'est le goût d'aller à l'encontre des interdits. Euh, et c'était important pour moi que le récit commence au tout début, à la genèse, là où tous les choix se font, même si on n'a pas l'impression de les faire vraiment. Euh, et puis, il y a un petit passage dans le roman, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais où il y a une petite métaphore avec une boîte d'allumettes, l'enfant qui échappe à la vigilance de ses parents et puis qui commence à jouer avec les allumettes parce que voilà. Euh, je crois que c'était aussi ça le rapport de mon personnage principal, de Tarek, avec l'interdit. Je pense qu'il est au moins autant tombé amoureux d'Ali qu'il était tombé amoureux de l'interdiction qu'il avait de cette relation, et puis peut-être aussi de la personne qu'il aurait pu être s'il avait été un peu plus libre que ça. Euh, donc voilà, c'est drôle de commencer par ce mot-là, mais c'est vrai que c'est un mot qui encadre bien l'histoire. Je crois que c'est une histoire d'interdit avant tout. Ouais. Okay. Merci beaucoup. Est-ce que par rapport à votre écriture, il y a eu des interdits? Est-ce que vous... Euh, alors, ce qui est sympa avec l'écriture, c'est qu'il y a quand même pas beaucoup il y a pas beaucoup de contraintes. C'est pas, si vous voulez faire un film en costume, ça risque de demander un sacré budget. Bon, pour l'écriture, il n'y a pas vraiment d'interdit à ce niveau-là. Donc, on peut naviguer dans les époques, on peut vraiment aller où on veut, écrire ce qu'on veut. Il n'y avait pas vraiment d'interdiction. J'avais envie que ce soit un texte dans lequel les gens puissent se retrouver. Parce que c'est un texte qui est quand même, voilà, il se passe il y a plusieurs décennies, il se passe dans un autre pays, il se passe en plus dans une petite communauté qui n'est pas forcément représentative de ce pays-là. Donc, je savais que d'entrée de jeu, le lecteur, il n'aurait pas beaucoup de points de repère pour naviguer. Et je voulais que tout le reste, ce soit des choses auxquelles on peut se rattacher. Donc, des sentiments qu'on a tous expérimentés, celui de l'absence, la relation avec l'interdit, on en parlait tout à l'heure, celui de l'amour, bien sûr, et celui de la filiation. Voilà, des thématiques sur lesquelles chacun peut à peu près se retrouver. Et je ne sais pas si j'y suis parvenu, mais en tout cas, c'était l'intention de départ. Merci. On va passer au deuxième mot. Vous avez noté, vous avez écrit page 19, les pères sont faits pour disparaître. On aimerait vous interroger sur la figure du père.
Alors, donc déjà, ça me fait plaisir que vous citiez ce petit passage parce que j'ai glissé comme ça des trucs pour les relecteurs. Parce que ça, quand on lit la première fois, bon, les pères sont faits pour disparaître et puis c'est un chapitre sur la mort du père, on s'y attend pas vraiment. Mais quand on l'a lu une première fois, qu'on sait que le narrateur c'est le père, que c'est un père qui a disparu, eh ben ces mots ils prennent une autre signification. Et donc moi j'ai mis pas mal de petits indices comme ça dans le texte qui pourraient plaire pour les personnes à qui prendrait l'idée de relire le texte. Donc voilà, c'est un petit exemple puis ça me fait bien plaisir. La relation au père, au mien, vous voulez dire? Ça peut être au vôtre, parce que c'est intéressant aussi, mais ça peut être aussi euh, qu'est-ce qu'évoque ce père aussi pour Tarek? Est-ce qu'il a besoin de disparaître pour que Tarek prenne un envol? Est-ce que l'image de votre père était très présente? Est-ce que vous avez je lisais récemment Philippe Toussaint qui disait dans son dernier livre que c'est son père qui l'a autorisé à écrire, à être écrivain. Quelle est l'image du père pour vous et qu'est-ce qu'elle représente? Alors c'est vraiment une fiction, hein, Oui, ce n'est oui, pas je mon comprends. histoire. Moi, mon père, c'est une personne qui m'a fait aimer l'Égypte. Donc, au tout début du roman, il y a une petite dédicace à ceux qui m'ont fait aimer l'Égypte et à celle, peut-être qu'une des rares exceptions au féminin, c'est mon père. Et jusqu'à présent, quand je vais en Égypte, la plupart du temps, c'est avec lui. Et c'est un pays où il est né, et puis il continue à essayer de trouver des manières de me le montrer encore différemment, de découvrir lui-même des choses de ce pays. Moi, l'Égypte, j'y suis allé plusieurs fois dans ma vie, et à chaque fois, je continue à découvrir des endroits que je connaissais pas, ou parfois même à les redécouvrir. C'est un roman qui est vraiment sur la reproduction sociale, sur comment est-ce qu'on, voilà, on est enfermé sur des rails. Je pense que dans pas mal d'interviews, vous avez entendu la métaphore du déraillement. Euh, et, et cette mise sur des rails, c'est vraiment une reproduction. Et donc, ça vient du père, du grand-père, au père, au fils. Et c'est vraiment ça que je voulais raconter aussi. C'est de quelle manière est-ce qu'on est un peu, voilà, par atavisme, un peu mis sur des rails et que ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Et puis, je voulais aussi raconter la figure du père dans un contexte égyptien où il y a quand même en tout cas de l'époque, où il y a quand même une vision assez traditionnelle de la figure de l'homme, de la figure de la femme, et surtout des responsabilités qu'on donne aux hommes et qu'on refuse parfois aux femmes dans la sphère publique, c'est-à-dire en dehors de la famille. Et ça m'intéressait. Et ça m'intéressait de montrer à quel point ça pouvait être à la fois un poids énorme pour un homme d'avoir ces responsabilités-là, d'en être écrasé et qu'on attend tant de choses de lui, mais aussi pour une femme qu'on lui refuse ce genre de responsabilité-là et que finalement on n'écoute pas ce qu'elles avaient à dire. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu mettre des personnages comme Nesrine et Mira, qui sont toutes les deux des femmes assez en avance sur leur époque, beaucoup plus dégourdies que Tarek et que l'ensemble des hommes dans ce livre, et pourtant à qui la société ne demande pas vraiment leur avis régulièrement. Ok. Alors maintenant, une question qui n'a absolument pas. Enfin, voilà. Enfin, je vous la pose. Pois chiche, ça vous évoque quoi? Pois chiche? Ah, ça m'évoque, alors c'est pas ce que je préfère dans la cuisine égyptienne, mais ça m'évoque définitivement la cuisine égyptienne. Ça On revient fait souvent. notamment des... Pardon? Je dis, ça revient souvent dans le roman. Les Plusieurs pois fois chiches, même. les fèves, ça Ouais, revient souvent. ouais. Oui, parce que les fèves, c'est vraiment le plat du pauvre en Égypte. C'est-à-dire que vous vous promenez comme ça dans les rues du Caire, vous avez des sortes de grandes marmites qui tournent sur elles-mêmes, dans lesquelles il y a des fèves chaudes qui réchauffent toute la journée. Je pense que c'est souvent les fèves de la veille ou de l'avant-veille, mais c'est pas grave, ça continue à tourner. Et pour quelques piastres, on peut vous remplir votre bol avec ça. On met du cumin par-dessus, du citron. C'est vraiment le plat de base en Égypte. Et c'est aussi le plat du petit déjeuner. Alors pour moi, qui n'ai pas grandi en Égypte, c'était souvent le plat du dimanche. Mon père, mon oncle qui faisait ce qu'on appelle le full medamas, ces fèves-là préparées, recuites dans une espèce de sauce très, très dense avec beaucoup de cumin. Euh, mais oui, j'avais envie de mettre beaucoup les odeurs de l'Égypte, parce que pour moi, l'Égypte est très, très forte en odeurs. C'est tout un tas de petites odeurs qui me reviennent. Et les odeurs passent souvent par la cuisine. Et c'est drôle, je m'en étais pas rendu compte jusqu'à ce qu'une libraire me le fasse remarquer et me dise, mais j'ai fait la liste de tous les plats que vous avez mis dans votre roman. Et quand j'ai lu la liste, je me suis dit, je n'avais pas conscience d'en avoir mis autant.
Mais je pense qu'au départ, ce que je voulais, c'était surtout mettre des odeurs, et puis ça passe souvent par la cuisine. Alors, il y a non seulement les odeurs de cuisine, mais vous mettez aussi les odeurs des décharges près du dispensaire. Les Oui, oui, moi je odeurs suis très, de Tarek qui doit se doucher pour enlever cette odeur dont il est emprunt après avoir été dans le dispensaire. Donc, il y a à la oui, fois des odeurs de cuisine, mais il y a aussi toutes ces odeurs qu'il ramène chez lui et qui vont le suivre. Enfin, oui. Alors dans le cas de Tarek, il y a bien sûr l'odeur du dispensaire, mais il y a aussi, bon, il se lave de tout un tas d'autres choses. oui. C'est une douche peut-être un peu Mm, métaphorique, mm, mais oui, oui, les odeurs. Si vous avez la chance un jour d'aller sur cette colline, ce qu'on, alors sœur Emmanuelle, parce que elle avait mis son atelier dessus, elle les appelait les chiffonniers. Alors c'est pas exactement des chiffonniers, mais c'est surtout des recycleurs, des gens qui prennent tout ce qu'ils trouvent dans les poubelles puis qui en font quelque chose avec des taux de recyclage assez incroyables. Moi, j'ai des sacs avec des capsules Nespresso qui sont écrasées, cousues. Enfin, il y a des très, très belles choses qu'ils font. Et ce qui frappe, c'est bien sûr la hauteur des ordures, mais c'est aussi l'odeur. Parce que c'est évidemment des odeurs extrêmement fortes. C'est des familles entières qui sont assises sur ces tas d'ordures et puis qui trient. Voilà, il y a une sœur qui va trier tous les objets en métal, il y a un frère qui va prendre tous les objets textiles, machin. Chacun fait son tas, puis après ils le mettent en commun. Et moi, je suis quelqu'un qui est très sensible de l'odorat. Bon, mm. je suis capable de savoir si quelqu'un a mangé du fromage de chèvre 5 heures plus tôt. C'est, euh, Ça a toujours été quelque chose de très fort chez moi. Et c'est sûr que quand je vais là-bas, il y a cette espèce de difficulté à recevoir toutes ces odeurs qui sont pas forcément des odeurs qu'on apprécie. Et en même temps, la volonté de ne pas le montrer aux personnes qui vous reçoivent parce que l'idée n'est pas d'avoir l'air dégoûté ou quoi que ce soit. Donc, il y a toujours quelque chose d'un peu déstabilisant quand on va là-bas. Et j'avais envie d'en rendre quelque chose dans ce roman. Ok. On a remarqué enfin, voilà, dans votre récit, vous le disiez tout à l'heure, il y a énormément de voix féminines, des voix très fortes. Il y en a une sur laquelle on a voulu s'arrêter, qui est plus complexe que les autres, qui est une sorte de voix pivot, c'est Mira. Et si je vous dis Mira Patchwork, ça vous dit quoi? Mira. Alors, Mira, c'est un personnage qui a pas mal évolué, notamment pendant le travail rédactionnel. Moi, j'ai vécu une grosse peine de cœur pendant que j'écrivais, pendant que je faisais le travail rédactionnel de ce roman-là. Et, euh, et voilà, sans rentrer trop dans les détails, je pense que je me suis pris de beaucoup d'empathie pour cette femme qui se faisait quitter alors qu'elle s'y attendait pas forcément. Peut-être qu'elle aurait pu s'y attendre, mais bon. Et donc, j'ai eu envie de la réécrire un peu, j'ai eu envie de la rendre attachante. Et puis, il fallait aussi que ce soit... Je voulais pas avoir des personnages manichéens, je voulais pas avoir des personnages qui sont mauvais pour être mauvais ou qui sont uniquement aveuglés par leur désir de vengeance. Euh, En fait, Mira, Nesrine, ce sont deux personnages qui se ressemblent beaucoup, toutes les deux. Ces deux personnages très en avance sur leur époque, ces deux personnages qui ont plein d'idées, qui sont très pétillantes. D'ailleurs, on voit pendant une scène, là, quand il y a cette espèce de tentative de séduction, où il y a Nesrine qui essaie de tirer des ficelles de son côté, puis il y a Mira qui finit par disparaître, etc. Il y a comme une sorte de petit duel qu'elle se joue à distance, et on voit bien que Tarek, au milieu de tout ça, il est complètement paumé, puis il suit les conseils qu'on lui donne, il comprend pas tout ce que les femmes lui font faire, et puis voilà. Ce sont deux personnages qui se ressemblent beaucoup et j'avais envie de montrer aussi comment, face à un même événement, douloureux, difficile pour l'une et l'autre, elles allaient faire des choix radicalement différents. On comprend, je ne m'attarde pas trop dessus, mais on comprend que Nesrine finit par quitter ce huis clos familial un peu étouffant, un peu, voilà, et que Mira prend la décision inverse, celle d'y rester, puis sans doute de flétrir dans une certaine forme d'amertume. Euh, Ça m'importait aussi de montrer comment des personnages qui ont des caractères très proches pouvaient, par leur choix, avoir des destinées qui seraient assez radicalement différentes. Merci. Je peux me permettre, et peut-être juste une question. Comment vous est venue l'idée voilà, d'apposer, voilà, il y a Mira déflagration, Mira fin de transmission, Mira sarcasme. C'est, voilà, ces mots composés, on va dire, que vous avez composés avec Mira et qui viennent justement rythmer le récit.
Mais ça, c'est drôle, c'est un truc que je fais avec ma sœur, avec mes cousines. Quand on se parle comme ça sur nos groupes WhatsApp, à chaque fois, je trouve que c'est une manière très sympa de rapidement rendre l'état d'esprit d'une situation. Donc, je leur mets un petit surnom comme ça à la fin, puis ça veut dire tout ce que j'aurais pu dire avec des longues phrases. Et donc, oui, c'est une sorte de jeu qu'on fait. Puis, il y a aussi cette tradition un peu nord-américaine de mettre, je sais pas si ça marche mieux en anglais, mais souvent, il y a entre le prénom et le nom, on peut mettre le surnom de la personne. Ouais. Et donc, il y avait un côté un peu comme ça. Et puis, c'était là encore pour arriver à différencier Mira de Nesrine, parce que les deux personnages, encore une fois, ayant des caractères assez proches, il fallait trouver des petites astuces pour que le lecteur les confonde pas. Et au début, Nesrine s'appelait Nadia. Enfin, je pense que quand j'ai envoyé le manuscrit, elle s'appelait encore Nadia. Et Nadia Mira, c'était trop proche en termes de sonorité, donc j'ai changé le nom pour avoir quelque chose de plus différencié. D'ailleurs, en termes de sonorité, Tarek, Eric, on est proches aussi, hein, quand même. Ah, c'est pas volontaire. Non, mais C'est peut-être le subconscient, mais c'est pas volontaire. Ouais. voilà, voilà, petite remarque. Et si on vous demandait en trois mots de faire Eric, patchwork Eric en 3 phrases. En 3 phrases de me raconter moi. Non, mais comme vous faites avec Mira, cette ode à Mira, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur Eric Ah, bah, en ce moment, c'est Eric ébloui, hein, définitivement. Moi, je ne m'attendais pas à un accueil pareil pour ce roman. Donc, je pense que ça le résume bien. Eric ébloui, on garde ça, c'est magnifique. On voulait aussi que vous nous parliez du personnage, même si vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure et qu'il est très important pour Tarek, puisqu'il lui a permis d'ouvrir sa vie d'Ali. Et on a appelé ça à liberté. Ah, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup parce que c'est vraiment ce qui le caractérise le plus. Alors, on parlait tout à l'heure des prénoms. Euh, le prénom d'Ali, j'avais envie d'un prénom qui soit très simple déjà, euh, parce que c'est un garçon simple. Je pense que je pense qu'Ali, c'est un des prénoms les plus communs en Égypte. Euh, Ali, Ahmed, Mohamed, c'est vraiment des prénoms très évidents. Et puis il y avait ce petit jeu de mots aussi avec le Omme Ali, qui est un dessert égyptien, la mère d'Ali, littéralement. Euh, Ali, oui, c'est vraiment ça. Je pense que c'est un vent de liberté. C'est un peu ce que je disais en introduction, mais je pense que Tarek, il tombe au moins aussi amoureux de cette liberté-là que d'Ali en tant que personne. Et est-ce que Ali est libre, lui? Est-ce comment, voilà. Ah, je crois qu'il est libre. Je pense qu'on a on a tous des contraintes qui nous pèsent. Mais c'est un garçon qui est assez libre. Il a pas de famille et bientôt d'ailleurs la seule famille qu'il a, il finit par la perdre. Mhm. Euh, on peut pas dire qu'il est vraiment étouffé par les contraintes sociales. Je crois que c'est quelqu'un qui incarne vraiment cette liberté-là. Euh, et je crois que il y a un truc un peu particulier, c'est que parfois je me suis demandé si la seule personne qui n'avait pas vraiment pensé au bien d'Ali, c'était pas la mère de Tarek quand elle y avait proposé quelque chose, quand elle y avait proposé de lui payer ses études pour qu'il puisse avoir un avenir, etc. Euh, Parce que Tarek, il fait en sorte que le présent d'Ali soit confortable, mais il le fait au moins autant pour lui que pour Ali. La seule personne qui a vraiment pensé à son avenir, c'est bien sûr la mère d'Ali quand elle rencontre Tarek et qu'elle lui demande de prendre soin de son fils, mais c'est aussi la mère de Tarek. Et il y avait cette petite ambiguïté-là qui était importante pour moi parce que c'était quelque chose qui réhumanisait un peu la mère de Tarek. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il. Peut-être faire un dernier mot, Isabelle, pour pouvoir laisser du temps. Un dernier mot, tu veux? Je sais pas. Ouais, vous l'avez dit. Ou alors on laisse la parole. Enfin, je sais pas, comme vous voulez. Non, mais alors on va pas être très, enfin, on ne va pas parce que ce n'est pas moi qui ai décidé toute seule. On va pas être très original. On va quand même vous poser ce mot de déraillement. Parce Ah, que il vous a été posé dans des interviews au Québec. J'ai entendu des interviews où on vous posait la question du déraillement, sauf que c'était en avril. Nous sommes en novembre et depuis, les choses ont beaucoup évolué. oui. Et Et ça, donc, c'est terrible. Vous dites un truc à un journaliste et après, non seulement voilà. il vous le ressort, ce qui est déjà un manque d'imagination totale, mais il vous le ressort comme s'il l'avait inventé. Genre,
avec un petit air fier, il vous dit, mais j'ai quand même l'impression que c'est un roman très olfactif. Oui, oui. Je l'ai dit dans 15 interviews, c'est peut-être de là que ça vous vient. Oui, le déraillement. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai trouvé cette image. C'était pas en l'écrivant. C'est venu après. C'est venu dans les questions des entretiens que j'ai eus avec les journalistes. Et je trouvais que c'était une belle image parce que c'était vraiment ça. C'était vraiment quelque chose de... C'était programmé d'avance. Tout était programmé. Il n'y avait aucun choix à faire. La vie était mise sur des rails. Et puis à un moment, il y avait cette sortie des rails-là. Et cette sortie des rails, il y a toujours quelque chose sur les rails du chemin de fer qui provoque le déraillement. Ben, là, le quelque chose, entre grosses guillemets, c'était la rencontre avec Ali. Et vous, est-ce que on parlait du déraillement du livre, mais est-ce que votre vie est toujours sur ces rails, ou est-ce que ce livre laisse présager alors, je ne vous souhaite pas une sortie de route et un déraillement, hein, mais est-ce qu'il y a d'autres perspectives ou d'autres envies où finalement, enfin, ce livre, voilà, c'est une expérience, comme on peut en faire bien d'autres, et on reste finalement sur des rails d'une vie qui peuvent nous convenir. Après, on n'est pas tous obligés de dérailler. On n'est pas tous obligés de dérailler. En fait, non, bon, alors c'est sûr y a pas de que... souci, hein, bon, j'espère. Il y a un micro ouvert. Je crois qu'il y a un micro ouvert. Donc, c'est sûr que la littérature en ce moment est en train de prendre une place que j'imaginais pas. Moi, en toute honnêteté, je pensais que voilà, j'allais vivre mon trip en ayant mon livre entre les mains imprimé. Je serais très content. Puis après, il y aurait un lancement. J'inviterais 3 de mes tantes. Elles seraient super excitées. Et puis, je m'amuserais pendant 1 mois et demi à essayer de regarder dans les librairies s'il est sur une table et ça s'arrêterait là. Donc, je m'attendais pas à ce qu'il puisse avoir la vie qu'il est en train d'avoir. Je ne m'attendais pas à ce qu'il traverse l'Atlantique, qu'il soit en cours de traduction, en adaptation pour un livre audio, etc. Donc, je suis en train de vivre tout un tas de choses et c'est une forme de déraillement. Et je pense qu'il va falloir que je me pose la question plus sérieusement de la place que je vais donner à la littérature dans ma vie, euh, en essayant quand même de maintenir les wagons sur le rail parce que voilà. Mais je pense qu'il va falloir que je le fasse un peu. Euh, Après, moi, je suis pas un garçon, je suis pas du genre à renverser la table et à tout faire dérailler. Donc, je suis aussi content que ça m'arrive maintenant. C'est-à-dire que je suis à la fin de ma trentaine. Euh, Peut-être que si ça m'était arrivé au début de ma vingtaine, ben, j'aurais été un peu trop enivré par ce qui se passe. Peut-être que si ça m'arrivait, à contrario, dans 20 ans, je me serais dit, mince, quel dommage, j'aurais aimé avoir le courage de le faire avant. Là, je trouve que ça arrive à un beau moment de ma vie où je suis capable de bien vivre. Alors, pas ce déraillement, mais en tout cas, ce changement de voie. Ce changement. OK. Merci beaucoup, Eric. Merci infiniment. On va on va laisser la parole voilà, à tous ces lecteurs et lectrices qui rêvent de vous poser des questions parce qu'on n'est pas seul dans l'aventure du tout. Et c'est à eux, en fait. Voilà, maintenant, je leur laisse la main et merci infiniment. Un grand merci, Isabelle. Cindy, je te laisse prendre la main pour passer les questions. Super, merci. Du coup, Octave, tu avais une question. Ah, alors on va... Voilà. C'est bon? Ok. Donc, Eric, bah, c'est moi qui ai peint ton livre, qui est entre les mains Quelle beauté! de Flo. Alors, j'avais préparé mes pinceaux parce que j'ai eu une deuxième commande, donc je dois réaliser une deuxième œuvre sur ce chef-d'œuvre. Et je comptais l'avoir ce soir, mais je ne l'ai pas ce soir, mais il va bientôt arriver. Et donc, ma petite question Il y a beaucoup de choses, et c'est pas toujours des inspirations très conscientes. Il y a des choses on se rend compte après coup que c'était quelque chose qui vous a peut-être un peu influencé. Une des plus évidentes pour moi, c'était Roméo et Juliette. C'était très clair dans ma tête que je voulais reprendre la trame de Roméo et Juliette, c'est-à-dire ce mécanisme incroyable de Shakespeare où il fait mourir Juliette, et puis Roméo découvre qu'elle est morte, alors il se tue à son tour. Dans mon cas, c'est pas une mort, c'est un exil, mais ça revient quasiment au même. Et en fait, Juliette n'était pas vraiment morte, mais elle remeurt après. Et ce mécanisme-là, j'avais envie de le retransposer. Et c'est finalement ce qui se passe dans mon roman, parce que Ali meurt, Tarek le découvre, alors
il tue sa vie en Égypte, il part en exil, et puis après, Ali remeurt de nouveau. Et voilà, je trouve que dans les tragédies, généralement, tout a déjà été écrit. Les choses les plus intéressantes, les mécanismes les plus pertinents existent déjà. Et là, je suis en train de commencer le début de quelque chose qui pourrait être un deuxième roman. C'est aussi sur une trame de tragédie que je m'appuie, encore une fois en la faisant à ma sauce, parce que je pense pas qu'on a l'impression de lire de manière évidente Roméo et Juliette quand on lit mon roman, mais en tout cas, la trame, la manière dont l'histoire est construite, l'aspect tragique de l'histoire, oui, c'est quelque chose que j'avais pris. Après, il y a plein de petits emprunts à des livres qui m'ont plu. La promesse de l'aube, c'est sans doute mon roman préféré. Et il y a peut-être dans le personnage de la grand-mère, de Mémie, de son amour totalement aveugle pour la France, euh, qui la voit bien plus grande qu'elle n'est vraiment, qui la fantasme, etc. Il y a peut-être quelques éléments que j'ai pris à la mère de Romain Gary dans le roman, euh, qui m'aidaient aussi à la rendre attachante, puisqu'elle n'a pas forcément le rôle le plus sympa non plus dans ce roman. Euh, oui, ben, je citerai plutôt ces deux-là. Après, il y a plein d'auteurs qui m'inspirent par leur manière de construire un récit. Moi, mon auteur préféré, s'appelle Michel-Marc Bouchard. C'est un dramaturge québécois et il a cette capacité assez incroyable de construire des pièces qui sont magnifiques pour ce qu'elles sont et qui sont encore plus magnifiques pour les 5 dernières minutes où généralement elles vous font reconsidérer toute la pièce et la comprendre sous un angle complètement différent. Et j'avais envie aussi, dans les dernières lignes de mon roman, de reprendre un peu ce genre de mécanisme-là, euh, qu'on peut trouver dans les pièces de Michel-Marc Bouchard. Alors, pour ceux et celles qui voudraient commencer tester une de ces pièces, moi, je vous suggère de commencer par Les Muses orphelines, qui est une de ces très, très jolies pièces. Mais voilà, pour ceux qui aiment bien lire le théâtre, ça peut être une option. Du coup, c'est au tour de Delphine. Et j'ai beau appuyer, le son ne vient pas. J'ai pas. Super. Ah non. Ça Oui, y c'est est, bon. hein. Allez. Ça y est, t'es presque. C'est bon, Delphine. Alors, bonsoir. Je suis très émue d'avoir cet échange avec Monsieur Chakour. C'est une des premières fois que j'ai envie de relire un roman, en fait. Effectivement, ça m'amuse beaucoup que vous nous ayez laissé des petits indices à parcourir dans la relecture. Et donc, je pense que je vais pas tarder à le relire. Donc, j'ai préparé une question. Je me rappelle qu'à la grande librairie, vous aviez indiqué qu'il y avait eu des corrections et des échanges avec votre éditeur. Et du coup, je me demandais quels sont les éventuels regrets que vous avez de scènes ou de textes qui auraient été supprimés suite à ces échanges avec votre éditeur. Alors, c'est drôle parce que d'habitude, le travail éditorial, c'est effectivement ça, c'est couper des scènes, enlever tout ce qui est en surplus, etc. Et puis d'ailleurs, mon éditrice m'avait un peu préparé mentalement à ça. Et en fait, dans mon cas, ça a été beaucoup rajouter des choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu tellement de coupes par rapport à ce qui était prévu. Mais elle m'a dit, un truc sympa dans ton livre, c'est vraiment l'Égypte, parce que c'est un pays qu'on ne connaît pas forcément. On n'en connaît pas vraiment l'histoire. Parfois, tu nous mets quelques indices, mais ce serait intéressant d'en mettre plus. Rajoute-en, essaye de nous plonger dans cette histoire-là. Et ça m'a fait très plaisir de rajouter quelques pages dessus. Donc, ça a souvent été des rajouts de sa part et j'ai pas vraiment de regrets. Euh, c'est très drôle parce que quand vous viennent les... Donc, moi, je connaissais rien du travail éditorial, je savais pas comment ça se passait, je pensais que c'était vraiment... le manuscrit était accepté, on corrigeait 3 fautes d'orthographe, hop, on envoie en impression, ça finit en librairie et c'est comme ça. Puis en fait, non, il y a vraiment un travail qui est fait en plusieurs itérations avec l'éditeur. Et j'avais la chance que mon éditrice, qui est une autrice assez connue au Québec, qui s'appelle Catherine Leroux, j'avais la chance que ce soit elle qui ait choisi le roman. Et je savais que c'était un coup de cœur de sa part. Et donc, je savais que toutes les remarques qu'elle me faisait, elle les faisait avec une infinie bienveillance. Puis en plus, elle me mettait des... j'ai encore les fichiers Word qu'on s'échangeait avec ses petites remarques et tout. Quand elle aimait une phrase, elle me mettait un petit cœur dans la marge. Enfin, c'était vraiment des moments assez lumineux. Et
j'ai eu comme une sorte de baby blues à la fin de ce travail éditorial-là, parce que même à la fin de la troisième itération, je savais que c'était terminé, qu'elle lirait plus mes remarques, voilà. Mais je continuais à répondre dans la marge à tout ce qu'elle m'avait écrit parce que j'avais pas envie de me défaire de ce moment-là. C'était vraiment un moment assez chouette. Euh, donc il y a eu ça, il y a eu le travail avec Mira, on en parlait un peu tout à l'heure, où j'ai rajouté aussi un peu à son sujet. Et il y avait deux, trois petites choses. Par exemple, elle voulait je sais que toute la partie, c'est au tout début du roman, mais quand on explique l'espèce de petite légende égyptienne de la colline qui s'est déplacée, la colline du Mokattam en Égypte, au Caire, qui s'est déplacée, etc., je sais qu'elle voulait quelques éléments qui sont un peu plus de l'ordre des contes et légendes de l'Égypte. Et ça m'a amusé de rajouter quelques éléments comme ça. Mais donc, c'était pas vraiment des retraits et j'ai pas senti qu'on me forçait à faire quoi que ce soit. À chaque fois, elle s'appliquait à me dire que c'était moi qui étais décisionnaire sur chacune des suggestions. Et alors, j'essaie de faire court parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions de votre part, puis je vais essayer de répondre à toutes. Mais globalement, quand elle me faisait des suggestions, bon, il y avait celles qui me paraissaient être excellentes comme ça d'emblée. Je me disais, ah, mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Et puis, c'était assez facile. Il y avait celles où je me disais, bon, ben, pourquoi pas si ça lui fait plaisir. Et il y avait celles où je me disais, bon, je comprends ce qu'elle veut dire, mais en même temps, moi, je ne le voyais pas comme ça. Et honnêtement, je me suis dit, allez, c'est mon premier roman, je vais me laisser guider. À chaque fois qu'on me tend un fil, je vais essayer de le tirer puis de voir quelque chose. Et je crois qu'il n'y a pas une seule fois où, en tirant le fil qu'elle me donnait, il n'y avait pas finalement quelque chose qui me plaisait plus que dans la version originale. Et c'était assez chouette. Et moi, je comprenais pas les auteurs qui parlaient tout le temps comme ça de leur éditeur, leur éditrice. Il y avait l'impression que c'était un peu comme des artistes qui parlent de leur impresario. Ça me semblait très étonnant. Et en fait, non, j'ai compris ce que c'était la relation avec un éditeur et à quel point c'était important. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci Eric, merci Agnès. Ça va être au tour de Joe. Bonjour, on Bonjour. m'entend? Alors moi, je Donc, vous vois ravie de pas, vous mais revoir. c'est Joséphine de Bernay, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est moi. Ah, ça me fait plaisir. Euh, donc, ravie de vous revoir. Ma question, c'était, est-ce que Tarek, c'est toujours appliqué et pourquoi avoir choisi ce prénom? Parce qu'on a parlé un peu des prénoms tout à l'heure et du coup, ça m'intéressait de savoir. Est-ce que Tarek, c'est toujours appelé Tarek? Je pense que oui. Alors, c'est celui sur lequel j'ai le moins d'histoire autour du prénom parce que finalement, j'ai juste cherché un prénom dont je savais qu'il était commun à l'époque et qu'il aurait pu être donné par une famille chrétienne. Il fallait que ce soit vraisemblable par rapport à son environnement. Mais il n'y a pas eu tellement d'intention par rapport à son prénom à lui. Il y en a eu plus par rapport à d'autres. On parlait d'Ali tout à l'heure. On peut parler aussi de la grand-mère de Mémie, qui s'appelle Amal, qui en arabe veut dire espoir, mais qui fait croire toute sa vie à ses enfants qu'elle a un nom très français, qu'elle s'appelle Aimée. J'avais moi-même dans ma famille une tante aimée que je n'ai jamais connue, qui était quelques générations au-dessus de la mienne. Mais voilà, j'aimais bien cette métaphore de faire croire à son monde qu'on est aimé alors qu'en fait, on n'était qu'espoir. Donc, il y avait comme ça quelques petits jeux avec les prénoms. Encore une fois, la différenciation entre Nesrine et Mira, ne pas prendre des prénoms trop proches. Mais non, Tarek, il n'y a pas eu vraiment de grandes recherches. Je crois qu'il s'est toujours appelé Tarek dans ma tête. Ok, super, merci. Merci, Joséphine. Du coup, Alam, c'est ton tour. Hello, est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, très bien. Oui, bonjour bonjour tout le monde. Et puis bonjour Eric, je suis vraiment ravie. Bien évidemment, j'ai adoré le roman. Alors moi, j'ai deux choses à dire, une question et juste une petite, c'est pas une constatation, c'est vraiment mon ressenti. Dans pas mal d'interviews, on a parlé de votre roman comme aussi en mettant en place centrale l'homosexualité. Et moi, c'est pas du tout ce que j'ai ressenti en lisant le livre, parce que pour moi, Tarek, il est pas homosexuel, c'est juste qu'il fait une rencontre, c'est tout. C'est parce que
pour moi, si c'était un roman vraiment où la place centrale, il y avait quand même aussi de l'homosexualité, ça serait un homme, peut-être un personnage qui avait peut-être rencontré plusieurs hommes. Et j'ai pas eu du tout cette impression avec Tarek. Pour moi, c'était juste une magnifique et grande et belle histoire d'amour, unique, mais c'est une rencontre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça ou si non, non, au contraire, vous comprenez parfaitement qu'on mette, je ne vais pas dire l'étiquette, ça serait un peu trop réducteur, mais d'homosexuel sur l'histoire de Tarek. Ça, c'était ma constatation. Et oui, pardon. Vous voulez peut-être que je réponde à cette partie-là? Oui, s'il vous plaît. Vous êtes la première à me le sortir depuis les 9 mois peut-être de sortie du roman. Euh, et et c'est drôle parce que c'est un point qui est très important, mais que j'avais jamais verbalisé avant. Euh, Alto, qui est mon éditeur initial au Québec, fait des fiches pour les écoles qui veulent donner le livre à lire, et puis il leur donne voilà, quelques références d'intertextualité s'ils ont envie de croiser les œuvres, et puis un petit résumé de l'œuvre. Et dans le petit résumé, qui a été fait par Catherine, donc mon éditrice, à un moment, elle écrit, je ne sais plus ce qu'elle met exactement, mais elle met, voilà, Tarek découvre son homosexualité. Je ne lui ai pas demandé de le corriger, mais je sais que sur le coup, j'ai eu un petit moment de recul et je me suis dit, tiens, c'est drôle, je sais même pas s'il est homosexuel. Je l'ai jamais verbalisé comme ça, j'ai jamais eu le besoin de le verbaliser comme ça, et à vrai dire, je sais même pas s'il l'est ou pas. Euh, je sais qu'il a fait cette rencontre à un moment de sa vie. Je sais que il a ressenti de l'amour pour ce garçon, mais un amour sincère. Je sais pourquoi il est tombé amoureux de lui aussi, mais je serais incapable de dire s'il est homosexuel ou pas. Et à ma décharge, je pense que même lui serait pas capable de le dire ou de le verbaliser. Oui. Donc voilà, ça me plaît que vous introduisez cette nuance-là parce que Oui, parce que c'est elle vraiment n'est ce pas que j'ai souvent ressenti. mise en avant, et c'est vrai, ouais. J'ai pas lu l'histoire d'un homme homosexuel qui fait une rencontre et qui tombe amoureux. J'ai vraiment lu l'histoire d'une rencontre. Ça aurait pu être Ali, mais peut-être ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Je pense que c'est Ali est tellement farouche, est tellement libre, il est tellement tout ce que Tarek n'est pas aussi. Et je pense que c'est dans, je sais pas dans l'idée, pas dans l'idée de cet amour, mais non, mais enfin, moi, j'ai pas vu ce côté-là. Je voulais le souligner parce qu'à chaque fois que j'entendais homosexuel, dans quasiment toutes les interviews que vous avez données, bah, moi, j'ai toujours ce mouvement de recul, un peu comme vous, parce que c'est pas du tout ce J'ai que pas j'ai de, ressenti. je ne dis pas qu'il l'est pas et j'ai pas de problème à ce qu'il le Non, non, soit, non, mais j'ai pas plus de certitude à ce qu'il le soit. C'était la d'accord. petite nuance que. D'accord. Et donc, ma question, après je laisse mes camarades aussi poser leurs questions, je voulais vous interroger sur l'exil et la double culture, parce que ça m'intéresse énormément. Donc, vous, vous êtes égyptien et canadien, moi, je suis française et marocaine. Et donc, du coup, voilà, la double culture m'intéresse et l'exil, bon, moi, j'ai pas vécu d'exil. Mes parents, bien sûr, puisqu'ils sont venus du Maroc vers la France. Et je sais qu'on a souvent parlé de ça. Je voulais savoir ce que vous en pensez, si vous le ressentez de la même manière. Je l'ai retrouvé un peu aussi dans vos personnages, surtout chez Tarek. C'est-à-dire que quand on s'installe dans un pays, comme là, par exemple, Tarek, le Canada, et qu'on revient à la source, c'est-à-dire on revient en Égypte, ou par exemple, pour mes parents, quand ils reviennent au Maroc pour des vacances, pour passer un temps, en soi, très profondément, on vit ce changement. En Égypte, je me suis demandé si Tarek se sentait canadien et au Canada, s'il se sentait profondément égyptien. Et je trouve que ça, ce sentiment-là, il naît de l'exil. Donc, je voulais savoir, vous, est-ce que vous ressentez ça? Est-ce que quand vous retournez en Égypte, vous avez l'impression d'avoir votre côté canadien en vous qui est beaucoup plus présent? Et inversement, quand vous êtes au Canada, est-ce que vous vous sentez plus égyptien que jamais? Ça m'interroge Alors, beaucoup. de la même manière que je ne sais pas si Tarek est homosexuel, je ne sais pas si moi-même je suis égyptien. Mes deux parents y sont nés, mais moi, j'ai jamais vécu en Égypte et je ne parle pas l'arabe. Donc, il y a toujours cette barrière. D'accord. Et l'autre chose, c'est que j'ai découvert tard, parce que dans ma tête, c'était une évidence que mes parents étaient égyptiens. Ils me parlaient tout le temps de l'Égypte, c'était leur pays, etc. Mais en même temps, moi, quand je parlais à des Égyptiens, et que je leur parlais des choses qui me semblaient être représentatives de l'Égypte, les plats qu'on mangeait, ces choses-là,
Je sentais qu'il y avait un mouvement d'arrêt. Et j'ai fini par comprendre longtemps après qu'en fait, c'était certes des Égyptiens, mais c'était avant tout des Libanais, des Syriens qui habitaient en Égypte et qui avaient importé leur propre culture, de la même manière qu'on pourrait avoir, je sais pas moi, des Allemands qui vivent en France. Si je devais faire le récit de leur vie familiale, bah, il y aurait sans doute autant qui tiendraient de la culture allemande que de la culture française. Euh, donc, donc voilà, c'est cette espèce de syncrétisme-là que j'ai voulu raconter. Et dans ce que vous dites sur l'exil, ça c'était vraiment important pour moi. J'avais envie de raconter, j'ai pas eu envie de raconter Tarek qui découvre le Québec avec le Québec un peu exotique qu'on se donne. Moi, je suis né au Québec, mais j'avais pas envie de décrire Tarek à la cabane à sucre, Tarek écoute du Céline Dion, Tarek danse le rigodon. Bon, c'était pas tellement ça. Je voulais décrire le Québec d'un nouvel arrivant qui le voit avec ses yeux et qui perçoit des choses que d'autres ne perçoivent pas. Donc ça m'intéressait plus de décrire la fausse neige qu'on achète chez Dollarama qui coule, qui fait des mauvaises coulures sur la fenêtre avec les espèces de pochoirs ratés de Noël qu'on essaye de faire, plutôt que des choses qui me semblent peut-être plus attendues sur le Québec. Et Plus cliché. oui, peut-être plus cliché. Et j'avais envie de parler aussi de cette dualité-là, de se sentir à un moment dans sa vie étranger partout. C'est ça. Étranger au Québec, bien sûr, quand on y arrive, parce qu'on n'en maîtrise pas les us, les coutumes, et qu'à chaque fois qu'un Québécois vous parle, on a l'impression de comprendre comment réfléchissent tous les Québécois et on essaye de reprogrammer son cerveau pour essayer d'intégrer ces nouveautés, mais aussi le fait d'être devenu étranger dans son pays d'origine parce qu'il ne vous a pas attendu pour continuer d'évoluer et que quand on rentre, on ne fait que voir le décalage. Bah, merci Eric. Merci beaucoup. Agnès, ce sera la dernière question puisqu'on aimerait passer la soirée avec Eric, mais c'est pas possible. Ah, dommage. Bonsoir Eric, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Oui, très bien. Euh, Merci de nous accorder ce temps. Moi, je voudrais rebondir peut-être sur une question qui a un rapport avec la première question d'Alan. C'est une question qui a à voir avec cette magnifique couverture de chez Philippe Ray. Je voulais savoir, enfin, ce que je trouve extraordinaire avec cette couverture, c'est qu'elle est à la fois très pudique, à la fois elle ne donne que très peu d'indications sur l'histoire, mais une fois qu'on l'a lue, elle résonne magnifiquement avec l'histoire et je voulais savoir comment s'était fait le choix de cette couverture, parce qu'en plus, ça n'est pas la même couverture que celle des éditions Alto. J'ai Oui, ici. oui, c'est vrai. C'est une couverture très différente. Les éditions Alto, c'était une suggestion que je leur avais faite. On s'était vraiment creusé la tête. Oui, merci Florence de le montrer. On s'était vraiment creusé la tête pour trouver une photo. Il y a eu beaucoup d'allers-retours et ça a été finalement la photo qu'un de mes amis, qui est un photographe assez talentueux, exposé dans le monde entier, etc., mais que je connaissais depuis l'adolescence, a faite. Et moi, j'avais très envie de trouver une de ces photos qui puisse servir de couverture. Et quand je suis tombé sur celle-ci, c'était comme une évidence parce que c'était vraiment, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une scène à peu près à la moitié du livre où Tarek se réveille en sursaut, il croit voir Mirao à côté de lui, en fait il voit Ali, puis il commence à avoir peur et il lui demande de partir. Et, et c'est comme si pour moi la scène avait été écrite d'après cette photo, ou à l'inverse, la photo avait été prise d'après la scène pour la représenter. Je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose de très fort dessus. Pour la version française, c'est mon éditeur qui m'a suggéré cette photo. Alors, c'est une peinture d'un artiste iranien qui s'appelle Alireza Shojayan, qui est je ne sais pas si vous avez vu, il y avait une exposition à l'Institut du monde arabe qui s'appelait Habibi, et je pense que c'est lui qui avait fait l'affiche de cette exposition. Et c'est un artiste gay iranien qui a été chassé d'Iran à cause de son homosexualité, en tout cas qui a dû quitter l'Iran parce qu'il n'était plus en sécurité là-bas, et qui fait beaucoup comme ça de peinture, de représentation masculine, avec ses couleurs ocre, et avec à chaque fois des petits objets qui représentent son pays. Donc là, dans cette peinture, quand on regarde la peinture originale, on voit qu'il y a un petit tapis persan sur lequel est posée la chaise où est le personnage. Mais à chaque fois, il met voilà des petits objets, des petites représentations mythologiques persanes, des choses comme ça qui lui rappellent son pays. Euh, et ça a été une rencontre après coup. J'ai eu la chance de le rencontrer quand je suis allé à Paris et c'est vraiment quelqu'un
d'assez formidable, d'une très grande douceur et qui a un talent fou. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'aller regarder un peu ce qu'il fait, c'est assez chouette. C'est votre alter ego en peinture, quoi. Oh, je sais pas. Je prends avec plaisir le compliment. On va Merci. passer Alors, il y aurait eu plein d'autres questions, on en est désolé, hein, mais le temps est compté, et vraiment, on sait que votre temps est compté. Virginie, je te passe la main pour les dernières petites questions clin d'œil. Exactement. Alors, pour clore cette session, on avait envie de sentir un peu le pouls de l'auteur qui bat entre les lignes et de te tester un peu pour mieux te connaître toi. Alors, si je te dis tu, c'est pas par impolitesse, c'est parce qu'on va jouer au jeu des tu préfères. Donc, le principe est simple. Je vais te donner 2 mots, tu en choisis un. A priori, interdiction de répondre les deux, hein, d'accord? Mais ne t'inquiète pas, Ça c'est marche. rapide et indolore. Très simple. Le premier, corne de gazelle ou queue de castor? Oh, que de castor. Déjà, les cornes de gazelle, je pense pas que ce soit égyptien. C'est très maghrébin comme pâtisserie. Donc, je peux comme ça faire une petite. Et puis, queue de castor, c'est quand même bon. Alors, pour ceux qui connaissent pas, les queues de castor, c'est une espèce de pâte frite euh, ou une sorte de gaufre frite sur laquelle on met tout un tas de choses totalement indécentes et qui font le plaisir des Québécois en plein hiver. Donc, queue de castor, Exactement. c'est un. Rien à voir avec l'animal, on est hyper vegan friendly ici, hein. Deuxième, Augustin Trapenard ou Prince Albert? Ah! Ah, qu'est-ce que c'est impressionnant, qu'est-ce que Oh c'est ben, oh ben, Augustin Trapenard, il a quand même vraiment porté ce livre. Il y a mis beaucoup d'émotions et moi j'étais transi de peur quand j'ai fait la grande librairie. Puis non, c'était vraiment une belle rencontre, un beau moment. Et puis les mots qu'il m'a dit hors antenne sur ce qu'il avait ressenti en lisant le livre m'ont particulièrement touché. Troisième, Lara Fabian ou Dalida? Ah non, ça vous pouvez pas. Ça, C'est le jeu. Alors, j'invoque mon joker. alors, je vais Non, te non, dire, tu as le droit à un seul joker éventuellement, mais non, vraiment, non, Il non. est attention, utilisé, fais gaffe parce que tu sais pas ce qui arrive ensuite. sans hésitation. Il n'y aura pas plus difficile comme choix. On sait Est-ce Non, que non. tu peux expliquer pourquoi on a mis ces deux... Alors, Dalida, je pense que tout le monde a Alors, compris. donc Dalida, oui, Dalida, ça a suivi mon enfance. Dalida, je pense que je Oui. l'écoute dans la voiture depuis l'époque où on confond la chanteuse qui chante dans le radiocassette et puis sa propre mère. Donc Dalida, j'ai vraiment grandi avec ses chansons en arabe, je les connais par cœur phonétiquement, etc. Lara Fabian, alors Lara Fabian, ça fait marrer tout le monde, c'était pas la seule chanteuse, mais moi au début, je voulais pas écrire de roman, enfin, je voulais pas écrire de roman. Euh, Mon rêve, c'était d'écrire des chansons et c'était d'écrire des chansons aux chanteuses que j'aimais. Et les chanteuses que j'aimais, c'était Céline Dion, c'était Lara Fabian, c'était Patricia Cass, c'était toutes ces chanteuses-là quand j'étais ado. Et donc voilà, c'est devenu un peu un jeu. À chaque fois qu'on m'interviewe, on me fait rentrer sur du Dalida et on me fait parler de Lara Fabian au Québec. Donc, Eh ben, c'est chose faite ici aussi, du coup. Culture ou culturisme? Alors, sportif ou plutôt dans les bouquins? oh bah plutôt culture, hein, plutôt culture. Et alors, le dernier, je te rappelle que tu as pris un joker, donc prix Femina ou prix Renaudot? Oh ben, n'importe lequel des deux serait merveilleux. On verra. C'est déjà incroyable d'être en sélection. Euh, c'est complètement invraisemblable. C'est invraisemblable à plus d'un titre. Je pense que sur les deuxièmes sélections, je dois être le seul premier roman. Je dois être le seul roman par un éditeur indépendant, sauf peut-être le Jean-Baptiste Andréa, là, que je suis en train de lire et que je vous conseille, qui est assez fabuleux. Et je dois être aussi le seul roman publié à l'étranger. Donc, à plein d'égards, c'est totalement invraisemblable et inespéré que je sois en sélection pour l'un et Alors, l'autre. moi, j'ai envie de te couper la parole pour te dire que finalement, prix Femina, prix Renaudot, ben, aucun des deux. Parce que nous, ici, ce soir, on a décidé de te décerner un prix. Ah, Voilà, il est voilà. beau en plus. Alors, je m'approche, hein, voilà. Ah, Et j'adore. le prix du fan club, le prix Hérisson 2023. Est-ce que vous avez vu que j'ai mon hérisson là depuis tout Je à l'heure? l'ai vu, oui, je l'ai vu. Quand même que j'ai pris mon hérisson au cas où. Ouais, ouais, mais voilà. Ah ben merci, ça me touche Alors, beaucoup. voilà, nous, je pense que tous ici, là, collégialement, voilà, on te décerne le prix Hérisson 2023. Alors, ce prix, ce trophée, enfin, je sais pas comment tu veux l'appeler,
on va pas l'envoyer à Montréal. Et moi, je tiens vraiment que lors de ta prochaine visite, enfin tournée en France, que tu sois obligé de mettre Toulouse sur ta route pour venir le chercher. Ah, Et l'astuce. je sais, je persiste. Et même Happy Braque, chez Nouvelle Page, j'avoue qu'il serait ravi de pouvoir te faire une soirée de remise des prix. Eh Voilà. ben, mon rêve. Alors, mon rêve, c'est pas une promesse parce que voilà, ça va dépendre de plein de choses, mais mon rêve, ce que je suis en train d'essayer de faire, c'est un tour de France des librairies quelque part en 2024. Je n'aurai pas moyen avec les quelques congés qui me sont alloués jusqu'à la fin de l'année. Là, je suis déjà en négatif, je ne vais pas pouvoir. Mais j'essaye de voir avec mon employeur pour essayer de me négocier un mois où je viendrai en France et je ferai un tour des librairies. On a reçu tout un tas de demandes de la part des libraires. Et voilà, je croise les doigts d'y arriver. Et si j'y arrive, j'espère pouvoir mettre Toulouse à mon... Mais bon, maintenant qu'il y a un prix à reprendre... Ah mais non, mais obligé. Maintenant... Et Eric, n'oubliez pas la Corse. On est tous ici, on vous attend aussi. Eh bien, génial, génial, avec grand plaisir. On a tenu le timing. On avait très peur de ne pas pouvoir y arriver. Voilà, pareil, moi du coup, je te tutoie aussi. On t'avait promis de te libérer à 18h59. Je vois qu'il est 58. Donc vraiment encore un immense merci. C'était un excellent moment. Je pense que tout le monde a apprécié. Je vois les commentaires dans le chat. On souhaite évidemment encore beaucoup, beaucoup de réussite à ce roman. On va surveiller les prix, mais on y croit très fort. Voilà, les filles, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin. Je crois que le meilleur prix qui soit, c'est celui des lecteurs, en fait. C'est les libraires, c'est les lecteurs, c'est nous, c'est le fait d'être là ce soir. Et merci infiniment, Eric, pour ces pages. Merci d'honorer la littérature comme vous le faites. Vraiment. Merci. Merci à vous de m'avoir fait ce cadeau merveilleux. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça fait plaisir de rencontrer des lecteurs et surtout des gens qui l'ont déjà lu, parce que ça fait des discussions tellement plus riches que quand on est à la télé puis qu'on doit essayer de ménager un peu de suspense avec un livre qui est quand même difficile à pitcher, etc. Là, avoir la chance de pouvoir parler à des gens qui l'ont lu, qui ont des belles questions, qui sont sortis des sentiers battus et tout, c'était un vrai plaisir. Et merci pour ces 60 minutes de bonheur. C'était d'une grande douceur, vraiment. Merci. Merci. Et merci encore à toutes et tous qui êtes derrière vos écrans, d'avoir été aussi nombreux, d'avoir répondu avec autant d'enthousiasme à notre invitation. Écoutez, il me reste à vous souhaiter à tous et à toutes une belle soirée et une belle journée, Eric. Et bon courage pour le boulot. On retourne à la banque. Voilà. Merci pour tout. Merci. À bientôt. Merci. Bonne soirée à vous. Merci. Au revoir.